Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, si j'avais su poser les bonnes questions, ou bien si j'avais su tout simplement bien poser les questions. Lorsqu'on est en interaction avec d'autres personnes, eh bien on a plusieurs postures, soit on peut se taire, soit on peut parler, ou soit on peut poser les questions. Et poser les questions, c'est un art qui demande quand même quelques petites compétences, on peut s'en rendre compte autour de nous, par rapport aux questions qui nous sont régulièrement posées. Et on peut dire qu'il y a de grandes familles de questions, les petites questions et les grandes questions. Pour ça, on va voir ensemble, pendant cette vidéo, à la fois quelques règles qui sont, à mon avis, tout à fait nécessaires, et puis la préparation, les modèles de questions, et ensuite, les réponses et qu'est-ce qu'on en fait et comment on gère les réponses. Parce que ça va avoir énormément d'importance, la manière dont on gère les réponses, pour la suite de l'entretien ou la suite de la conversation et surtout sa richesse. On va voir ensemble l'art du questionnement. C'est un certain nombre de points qui vont s'afficher au fur et à mesure derrière moi. Le premier point, c'est se préparer les règles qu'on doit respecter, à mon avis, pour avoir une meilleure communication et surtout une communication qui va devenir riche. Premier point, les jugements. Les jugements, on ne peut pas s'empêcher d'en faire. 75% de nos pensées sont des jugements. Mais ça va être intéressant de savoir, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de communiquer à l'autre. Si à chaque fois qu'il me répond, je hausse les épaules ou je lève les yeux au ciel, lui, rapidement, va se refermer. Parce que le jugement est quelque chose de difficile à accueillir pour celui qui donne des réponses. Parce qu'une réponse, c'est partir à l'aventure. C'est aussi se livrer. Donc, première chose, être attentif à ces jugements. Deuxième point, les interprétations. Les interprétations, attention aussi aux interprétations, parce que si je pose des questions, c'est dans le but justement de ne pas interpréter. Alors si à chaque fois que l'autre commence à me répondre, il dit « Ah oui, tout à fait, tu dis ça parce que je comprends, je sais, oui, moi c'est pareil, mon beau-frère, etc. » Donc l'idée, c'est vraiment d'être attentif aux interprétations. Moins j'interprète, plus ça va être riche et plus ça va donner à l'autre l'envie de répondre. Pas de solution, bien évidemment, même si nous, dans ce qu'il est en train de répondre, on pourrait y voir plein de solutions, pour l'instant, au minimum, on les garde et on les met de côté. Pas de prise en charge, même si la personne met du temps à répondre, et ça, parfois, ça arrive, ou ne trouve pas ses mots, je le laisse construire sa réponse sans y mettre mon grain de sel, sans finir ses phrases, sans dire ce qu'il voudrait dire, parce que s'il est complaisant, il dira oui, c'est exactement ça que je voulais dire. Donc, jugement, interprétation, solution et prise en charge, on va y aller mollo, comme dirait l'autre. Deuxième point qui va être important, c'est ce qu'on appelle construire le rapport de confiance. Le rapport de confiance, c'est quand deux personnes se trouvent dans une relation, je dirais, qualitative, c'est-à-dire que les deux interlocuteurs se sentent tranquilles, en confiance, c'est assez cool, je dirais qu'il y a un bon état d'esprit. Alors pour ça, il y a plusieurs points. Premier point, intellectuellement, dans sa vision du monde, moi, ça va être d'accueillir son modèle du monde. On va dire on va matcher sur son modèle du monde. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça veut dire qu'on va matcher, dire « Ok, je vois ce que tu veux dire, je comprends ce que tu veux dire », ce qui ne veut pas dire que l'on est d'accord, mais le fait d'accueillir son modèle du monde tel qu'il se présente dans ses réponses, ça va faciliter pour l'autre sa tranquillité, sa confiance à dérouler son modèle du monde. Émotionnellement, c'est être dans l'empathie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je vais être dans l'empathie, plus moi je vais aussi pouvoir me mettre dans l'état émotionnel dans lequel se trouve l'autre et aussi comprendre, accepter, accueillir que l'autre, c'est ce qu'il vit. Troisième point, ce qu'on appellerait en PNL la synchronisation, toute différence génère en règle générale plutôt une tendance à l'interprétation, une tendance à la méfiance. Donc plus je vais me mettre dans quelque chose qui ressemble physiquement à l'autre, son timbre de voix, sa posture, sa gestuelle,
sa respiration, la manière dont il parle, les silences qu'il fait, la manière dont je vais être comme lui, capable de calmer, de ralentir mon tempo. Si des fois, lui, il le fait, eh bien tout ça va faciliter le rapport de confiance. Et on va dire que si ensuite ou pendant, on est en train de poser des questions, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus fluide, tout simplement. Troisième point, ce qu'on appelle le choix du processus. Je vais me décaler un peu pour que vous puissiez voir. Le choix du processus, c'est très simple. C'est-à-dire que quand on va poser des questions, eh bien on a plusieurs attitudes. Première attitude, c'est la vérification. C'est-à-dire on pose des questions pour vérifier une hypothèse qu'on a dans la tête. Ça, c'est la première version, on va dire, c'est ce qu'on appelle les petites questions. Ensuite, on a des questions de découverte. C'est-à-dire que là, on rentre dans un processus de découverte. On va à la rencontre de l'autre, et là, on va poser ce qu'on appelle des grandes questions. Les questions de vérification, elles sont simples, c'est ce qu'on appelle des questions fermées. Elles commencent toutes par « est-ce que ?» Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas venir au cinéma avec nous? Et la réponse, elle va être oui ou non. Donc on aura peu de matériaux qui va venir vers nous, mais nous aurons la possibilité, et parfois c'est intéressant, tout simplement de vérifier une hypothèse qu'on s'est fait, nous, à l'intérieur. Les questions de découverte, elles vont être différentes, puisque c'est ce qu'on appelle des questions ouvertes. Elles commencent par où, quoi, quand, comment, qui, combien, et tout ça va effectivement générer à la suite des réponses qui vont être beaucoup plus riches, beaucoup plus riches, puisque la personne ne peut pas répondre par oui ou par non. Par exemple, c'est « comment vas-tu ? Comment te sens-tu ? Que penses-tu de telle ou telle chose ?» Et là, la réponse va être très riche. Donc ce sont deux postures. Est-ce que, pour des questions fermées, où, quoi, quand, comment, combien, pourquoi, ce sont des questions ouvertes, donc deux processus qui sont vraiment différents, et c'est à moi de faire le choix. Est-ce que je suis dans une dynamique de vérification ou dans une dynamique de découverte? Vous voyez bien aussi très vite laquelle est la plus riche. Celle-ci n'est pas inutile, mais elle permet juste de vérifier les choses. Troisième point, le miroir. Alors le miroir, c'est une forme aussi de question que je trouve absolument passionnante. Une personne me dit « Tiens, tu sais que l'autre jour, j'ai croisé mon beau-frère, il lui est arrivé un certain nombre de trucs et je suis inquiet. » Et là, on se rend compte qu'il y a une phrase. Donc, dans cette phrase, on peut choisir de zoomer. Par exemple, on va zoomer sur « je suis inquiet ». La manière de faire, elle est très simple. On va dire « excuse-moi, tu es inquiet ». Plus un silence. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne va zoomer effectivement sur cette partie de sa réponse, donc sur ce sur quoi moi j'ai fait un zoom, et puis elle va développer parce que je m'excuse de l'avoir interrompu, je zoome sur cette partie et je fais silence, ce qui fait que, si nous, on a la patience et la structure émotionnelle qui nous permet de patienter, la personne va développer, donc ça va nous apporter beaucoup de richesse. Autre point, je voudrais parler du oui et du non, parce que le oui et le non, en fait, ils sont particuliers, surtout quand on va poser des questions fermées. Le oui est très souvent un oui contrefait, ou ce qu'on appelle un oui social. Comment le savoir? D'abord, quand une personne dit oui, est-ce qu'elle dit oui simplement avec des mots, ou est-ce qu'elle dit oui tout simplement avec son corps? Si, effectivement, c'est un oui qui est accompagné du corps, en disant oui, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on appelle un oui physiologique, et la plupart du temps, il est suivi d'action. Un oui contrefait est un oui qui n'est pas suivi d'action. Donc la réponse momentanée peut être un oui, mais si je l'observe dans le temps, le oui, qui est un oui physiologique, va être accompagné d'une action, et donc là, on aura affaire à un vrai oui. Si c'est un oui contrefait, que le corps n'accompagne pas en général, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne va dire oui, mais ça ne sera pas suivi d'action. Et
souvent, j'oubliais de le dire, mais souvent le oui est, comme le non, une manière de se protéger pour gagner du temps. Quand une personne dit non, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'est pas d'accord ou qu'elle ne pense pas oui. Mais souvent, est-ce que tu viens au cinéma ce soir? Ou papa, tiens, est-ce qu'on peut aller demain au restaurant, au cinéma? Et là, aussitôt, moi je suis occupé à faire plein de choses, je dis non. Non, parce que, en fait, ce non-là me donne du temps. Ce non-là me permet de me poser, me permet de réfléchir, et pour l'instant, je suis tranquille. Et ce qui va se passer souvent, c'est que le non, lorsqu'il est accompagné de temps, eh bien parfois se transforme en oui, parce que le non n'était qu'une manière, en fait, de gagner du temps. Donc s'il y a quelque chose qu'on doit vraiment comprendre aussi, c'est que une réponse est une réponse à un moment donné, et qu'avec le temps, eh bien, cette réponse, elle peut se transformer. Dernier point qui, en fait, est un complément du oui et de non, c'est ce qu'on appelle la réponse. Eh bien, lorsqu'on pose une question à une personne, eh bien, cette question a un impact à l'intérieur. Quelle que soit la question, ça peut être un petit impact, ça peut être un gros impact. Et donc la personne va se mettre en situation de réaction. Et cette réaction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire que la personne va souvent donner une espèce de réponse immédiate. Est-ce que Daniel, ça te dirait demain soir d'aller au théâtre? Ah, ben je sais pas, écoute, pour l'instant, j'ai pas le temps. Ça, c'est la réaction. C'est-à-dire que tout d'un coup, pop, ça y est, j'ai reçu une question, et puis c'est tout ce que je peux produire. Alors je produis ça. Cependant, en y réfléchissant, une fois que l'impact est passé, que la réaction émotionnelle a eu lieu, eh bien je vais réfléchir, je vais laisser germer en fait cette question à l'intérieur de moi, et peut-être que quelques heures après, quelques minutes après, eh bien je vais dire en fait, tu sais, ta question sur le théâtre, en fait, oui, bon, j'aimerais bien y aller. Là, tout à l'heure, tu m'as posé la question, mais j'étais un petit peu embrouillé ou un petit peu débordé, j'ai pas pu effectivement y répondre correctement, mais oui, ça m'intéresserait. Donc là, on va voir qu'il y a toujours deux phases quand on pose une question. Première phase, elle est émotionnelle, c'est la réaction. C'est souvent, ou parfois, ça dépend des gens, mais un petit peu n'importe quoi, parce que c'est juste une gestion émotionnelle. Ensuite, il y a la réponse, et la réponse, elle demande du temps. Vous savez, on est des jardiniers. On sème des graines quand on pose une question. Ben, il faut du temps. Il faut du temps pour avoir une réponse. Est-ce que ça va être des fruits? Est-ce que ça va être des fleurs? Est-ce que ça va être des arbres? Est-ce que ça va être des arbustes? Eh bien, quand on pose une question, il faut aussi se donner le temps du jardinier. Une fois qu'on a posé la question, il faut laisser faire. Même s'il y a de la réaction, eh bien, premier truc à ne jamais faire, c'est de réagir à la réaction. Il y en a régulièrement une, on laisse ça travailler, et puis, dans quelques temps, on va avoir la réponse. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'art de la question. Bien évidemment, si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un, surtout partagez-la. Si vous appréciez cette vidéo, dites-le moi. Mettez un j'aime, faites un commentaire, et surtout, continuez à suivre la série « Si j'avais su ». Aujourd'hui, c'était « Si j'avais su ». Poser les questions, les bonnes questions, et si j'avais su bien poser les questions. Je vous salue, je vous dis à très bientôt.